producteurs locaux, aussi bien que d'encourager aussi la production, les importations. Monsieur Adoyi, vous gardez un œil sur l'application de ces mesures, mais est-ce que vous gardez aussi un œil sur le coût de la vie? Oui, de la façon, le coût de la vie, vous voulez dire que quoi? Vous voulez dire que les vignettes... Le coût des vignettes sur le panier de la ménagère. De la façon, je ne pense pas qu'aujourd'hui, ça ait une préoccupation, puisque le coût de la vignette constitue une charge de distribution chez le producteur ou l'importateur. Donc cela veut dire qu'en principe, lorsque vous achetez les vignettes à 10 000, vous avez le droit de déduire les 10 000 francs avant de vous faire imposer. Donc si on veut être vraiment transparent, le coût de la vignette ne devrait pas influencer le panier de la ménagère. Parce que l'importateur... C'est l'idéal, ça. Ouais. Et pourtant, la réalité sur le marché ne dit pas la même chose. Bon, de toute façon, je ne peux pas vous rassurer que le marquage est synonyme au enregistrement des coûts des biens et services, surtout les biens consommables. Non, je ne peux pas vous rassurer. Puisque chacun faisant le franc jeu, il fera en sorte que, à un moment, au bout de la chaîne, tout le monde se sentira à l'aise. Vous allez constater que les bingos, beaucoup en achètent, hein, malgré l'augmentation des droits d'assises. D'ailleurs, le gouvernement a sorti un communiqué la dernière fois pour sensibiliser la jeunesse parce que le constat, c'est que la jeunesse consomme des produits inexistants, des produits sucrés. De qualité douteuse, surtout. Donc, si le gouvernement a sorti ce communiqué, cela veut dire que c'est maintenant même que le marquage doit être encore beaucoup plus mis en route pour pouvoir... Beaucoup s'attaquent, et bien évidemment, à ce communiqué d'ailleurs, qu'on s'attaque à la cime, au lieu de s'attaquer à la racine, comment est-ce que ces produits entrent et finissent par être marqués et les gens consomment maintenant, le gouvernement saurait communiquer. Alors, où stopper l'entrée de ces produits d'origine douteuse? Ce qui ne se fait pas. C'est ça Ça se fait. Ça se fait. Si vous allez dans les magasins de la douane, aussi bien que le ministère du Commerce, vous allez constater qu'il y a beaucoup de produits qui sont stockés parce que leur origine est douteuse. Puisque le marquage permet de connaître l'origine des produits. Cela fait que si on constate qu'un produit dont l'origine est douteuse est mis en circulation, très rapidement, on le sort du suivi de la commercialisation. Donc c'est toute une vigilance. Aujourd'hui, en partenariat avec toutes ces administrations, je crois que le marquage permettra de gérer toutes ces situations-là. Monsieur Adoyi, vous restez avec nous. Nous allons faire un saut tout de suite dans la sous-région pour voir de l'autre côté, au Bénin, l'ancien président Patrice Talon qui est revenu aux affaires est donc le premier président du premier Sénat au Bénin. Mais bien avant cela, une courte pause et nous y allons. Merci. Alors, au téléphone, Monsieur Paul Amegangbo, analyste géopolitique, nous rejoint dans ce nouveau numéro de votre émission. Monsieur Paul, bonsoir. Alors, Monsieur Patrice Talon, l'ancien président béninois qui est aujourd'hui le président du Sénat. Quelle lecture faites-vous de cette élection de l'ex-président béninois à la tête du Sénat? Bonjour, Monsieur Seonou. Bonjour aux téléspectatrices et téléspectateurs de Pyramide TV. L'élection de l'ancien président de la République, Patrice Talon, à la tête du Sénat béninois n'est guère une surprise, dans la mesure où, depuis quelques années déjà, le Bénin entretient des réformes qui contribuent à consolider les bases démocratiques, mais également la stabilité politique du pays. Même si certaines réformes ont été perçues comme créant des conditions d'exclusivité, comme le parrainage aux élections, force est de constater que l'élection d'un Sénat en décembre 2025 constitue une manière de
consolider le dialogue et la collaboration intergénérationnelle entre de nouvelles générations de dirigeants et ceux qui ont déjà dirigé la destinée du pays au niveau des institutions républicaines. C'est ainsi que le Sénat béninois, qui comporte 25 sièges, se voit octroyer des sièges permanents de droit aux anciens présidents de la République, président de l'Assemblée nationale, mais également président de la Cour constitutionnelle. Des sièges sont également réservés aux hauts responsables militaires de forces de défense et de sécurité. Et enfin, le reste des sièges est pourvu par des hautes personnalités présentant une probité morale et politique. Et donc, c'est une manière de permettre à ce que ceux qui ont l'expérience de l'exercice du pouvoir puissent contribuer à renforcer la démocratie, mais également la stabilité politique et le développement en appuyant les nouvelles générations de dirigeants. Et donc, comme ça se fait en Europe ou dans les démocraties avancées, les anciens dirigeants ont des cadres définis pour leur permettre de pouvoir continuer à appuyer la vie politique, soit au Sénat, soit à travers les fondations. Et donc, le Bénin a choisi le Sénat avec un effectif réduit. C'est ce qui est innovant par rapport à d'autres formes de Sénat que les pays en voie de démocratisation présentent. Et donc, élire le président Talon à la tête du Sénat permet juste au président Talon de pouvoir continuer à appuyer, à contribuer à l'animation de la vie politique, aux orientations stratégiques qui permettent au Bénin de continuer dans cette lancée-là de développement et d'innovation. D'accord. Pour vous, Monsieur Paul Amégango, il n'y a pas de surprise, hein? C'est la logique normale des choses. De l'autre côté, là, au Bénin, l'ex-président béninois Patrice Talon qui revient à la tête du Sénat. Alors, nous restons toujours avec vous. Vous suivez sans doute l'actualité aussi en Guinée-Conakry. Et là, un voyage où alors le gouvernement parle d'un congé annuel du président Mamadou Doumbouya. Sauf que ce départ ou alors ce voyage hyper médiatisé suscite aujourd'hui des débats sur la toile et auprès des opinions. Qu'en dites-vous, vous, en tant qu'analyste géopolitique? La République de Guinée vient de sortir de la transition militaire qui avait commencé le 5 septembre 2021, après l'organisation de l'élection présidentielle en décembre, puis des élections législatives et locales en mai, pour mettre fin à une transition militaire de presque 5 ans. Ce retour à l'ordre constitutionnel constitue une source d'espoir pour la normalisation au niveau du pays. Sauf que ces derniers jours, les questions se posent sur l'état de santé du président de la République qui présente une forme de fébrilité. Et donc, les vacances annoncées sont tout à fait normales, sauf que autour de ce départ en vacances, il y a des interventions, d'abord du chef d'état-major général de l'armée, qui a déclaré publiquement que l'armée utilisera tous les moyens à sa disposition pour maintenir l'ordre et assurer la quiétude dans le pays. Et il y a également d'autres informations qui circulent sur les réseaux sociaux et qui ne sont pas confirmées, faisant état de transfert du pouvoir de manière intérimaire à certains hauts gradés de l'armée. Et donc, cette intervention de l'armée, alors même que le pouvoir politique aujourd'hui est détenu par des personnalités civiles, avec l'exécutif qui est dirigé par un premier ministre et l'Assemblée nationale par un président élu,
il va de soi de se demander pourquoi l'armée fait-elle encore irruption dans la vie politique du pays, ce qui ne permet pas de rassurer l'opinion publique nationale et internationale sur le vrai transfert du pouvoir de l'armée qui est assuré la transition à travers le CNRD aux dirigeants civils qui sont aujourd'hui élus à la tête du pouvoir. Et dans cet imbroglio politico-militaire mérite d'être dissipé très rapidement afin que le peuple guinéen ne se sente pas désemparé par rapport à sa destinée et par rapport à l'effectivité de l'exercice du pouvoir par le président élu, Mamadi Doumbouya, mais plutôt un réel pouvoir détenu par l'armée qui continuerait donc à tirer les ficelles. Donc c'est une inquiétude légitime qui mérite une attention particulière par les dirigeants donc de la République de Guinée, afin que l'effectivité du pouvoir soit assurée par les institutions républicaines, notamment le gouvernement à la tête duquel il y a un premier ministre, et également la présidente de la République qui donne toutes les orientations de la vie politique et qui est également garante de la Constitution, et l'Assemblée nationale qui a le pouvoir législatif et de contrôle. Et donc l'ensemble de ces institutions devrait permettre à ce que la jeune démocratie encore fragile en Guinée puisse être renforcée progressivement et rassure la population et permet d'apporter la quiétude, la stabilité et le développement pour ce pays. D'accord, merci Monsieur Paul Amégango. Je rappelle, vous êtes consultant, analyste géopolitique, aussi président de l'Institut Tamberma de la bonne gouvernance et la démocratie, bien évidemment. Honorable, permettez maintenant que je vous appelle pas Honorable Adoyi à ce plateau. C'est vrai, vous n'êtes pas arrivé avec une casquette politique, mais là, nous venons d'aborder des sujets politiques au Bénin et aussi en Guinée-Conakry. Quelle analyse faites-vous de l'évolution des choses dans ces pays? Non, moi je peux dire tout simplement que ce sont des pays qui sont souverains, que ce soit au Bénin ou bien en Guinée-Conakry. C'est en toute souveraineté que toutes ces décisions sont prises. Et c'est à nous de regarder là où ça peut les amener. Et je suis persuadé que ça va les amener à bon port. Sinon, il n'y a rien de spécial. Il y a un président qui annonce officiellement qu'il va, c'est une bonne chose. Un ancien président qui a été élu président. Sauf que c'est pas habituel. De toute façon, pas souvent. Mais ce qui est bizarre, oui, justement, le continent fait des bons. Ça ne vous surprend pas, vous? Non, ça ne me surprend pas. Ce sont des bons qualitatifs. Aujourd'hui, en Afrique, vraiment, nous sommes en train de marcher sur d'autres situations pour nous rendre encore. Pour vous, c'est une innovation. C'est une innovation. Vous savez, les pays africains réclament beaucoup plus maintenant leur souveraineté. Nous ne voulons plus encore que les gens nous dictent leur désidérata. Au niveau d'un voyage présidentiel, ce n'est pas trop, ça ne participe pas à grand chose. De toute façon, je ne trouve pas que ce n'est pas un sujet très préoccupant. C'est transparent. C'est ça. C'est un signe de transparence. Oui, c'est un signe de transparence. Si vous voyagez, je vais être transparent. Je vais voyager. Voilà, je prends mes congés, je m'en vais. Alors, donc, cela veut dire que je ne voudrais pas que les gens se mettent quelque part à parler, à renchérir. D'autres langages. D'autres langages, voilà. Donc, il vaut mieux que cela soit ainsi fait. Donc, laissons les deux pays sur leur chemin et pas trop de commentaires, plutôt il faut admirer. Très bien. C'est une bonne chose. Comment appréciez-vous la configuration du Sénat au Bénin? Le nouveau Sénat, le tout premier d'ailleurs. De toute façon, chaque pays a ses réalités. Je n'ai pas de commentaires à faire sur la configuration. Nous, Togo, nous sommes engagés dans le régime parlementaire et nous avons... nous avons un Sénat aussi au Togo. Nous avons un Sénat au Togo qui suscite aussi beaucoup d'admiration. Alors, vous savez, celui qui a pris le devant, c'est lui qui est vraiment une référence. Nous sommes persuadés que la situation togolaise aussi a influencé le choix béninois. Aurait influencé. Aurait influencé, c'est cela. Merci beaucoup, Monsieur Adoyi. Votre mot de la fin. Est-ce qu'il y a aujourd'hui dans les rayons des produits toujours non marqués dont vous êtes conscient? Oui, il y en a.
C'est pour cela que nous avons sorti l'arme des sanctions. Parce que nous n'avons plus beaucoup de temps pour faire de la pédagogie. Et à un moment, les gens avaient comme l'impression, bon, c'est fait juste pour animer la galerie. Non, pas du tout. Justement, avant de fermer cette page définitivement, hein, vous avez lancé aussi ce marquage au sujet des produits pétroliers. Oui. Qu'est-ce qui amène la nécessité de le faire? Vous savez, les produits pétroliers aussi, comme vous le savez, c'est le demande de la haute concurrence, de la haute contrebande. Voilà. Puis vous savez aussi que le Togo ne se sert pas seulement en matière de produits pétroliers. Nous servons aussi les pays de l'étranger. Il est possible que des citernes soit déroutés, venir se verser. Et puis le gouvernement se soucie d'abord de la qualité des produits. Voilà, on parle du soufre. Il y a quand même un taux minimum et maximum de soufre. Mais il est force est de constater que quelquefois le soufre est un peu plus élevé, qui dépasse les normes communautaires. Alors avec le marquage, ça va réguler ce système. Et puis les livraisons seront beaucoup plus contrôlées. Alors cela veut dire que nous allons gagner en termes de protection des moteurs. Vous savez, avec tous les efforts que le gouvernement fait en sautant les taxes et droits au cordon douanier en ce qui concerne l'importation des produits, des voitures neuves et semi-neuves. Et s'il n'y a pas de telle situation, franchement, au bout de quelques années, l'objectif qui était d'améliorer le parc automobile risquera de tomber très vite à l'eau. D'autre côté, c'est pour éviter aussi la contrebande de ces produits. Et avec le marquage des produits pétroliers, dorénavant, dans les stations-service, ne sera vendu que le carburant qui a été marqué, et nous allons contrôler. Il y a au moins 500 contrôles qui sont prévus par mois. Nous avons ce qu'on appelle les laboratoires mobiles qui seront mis en branle sur toute l'étendue du territoire. Les contrôles seront inopinés. Voilà, c'est des prélèvements par échantillonnage. Et on va essayer de tester pour nous assurer que le carburant qui est vendu, que ce soit dans une station à Sokodé, à Lomé ou bien à Saint-Cancé, que ce soit le carburant qui a été marqué, dont l'origine est connue. C'est l'ASTE qui fournit, qui charge les camions